Pour les premiers renseignements scientifiques, le bilan thermique du corps humain. Notre corps a besoin de rester à 37 degrés en permanence, c'est ce qu'on appelle l'homéothermie. Mais cette température varie en fonction de la journée, mais en fonction également de différents moments de la vie. En particulier, sur 24 heures, on peut voir que cette température oscille entre 36 degrés et 38 degrés, selon l'alternance du jour et de la nuit. Chez une femme, durant le cycle féminin, on a une température un petit peu plus basse dans la première moitié du cycle, et après l'ovulation, cette température a augmenté d'à peu près 1,5 degré. C'est un des signes d'ailleurs qui permet de savoir si une femme a ovulé. 37 degrés, c'est la température qui est nécessaire au bon fonctionnement de toutes les réactions chimiques de notre corps. Donc c'est la température idéale à laquelle notre corps doit rester. Il arrive dans de certains cas que l'on soit malade et du coup notre température augmente de façon physiologique pour lutter contre les virus ou les bactéries qui cherchent à nous rendre malades. Nous sommes des endothermes. Cela signifie que la température dans notre corps est maintenue à une température constante, ce que l'on appelle donc l'homéothermie, pendant que la température à l'extérieur peut varier. Si la température à l'extérieur est extrêmement basse, nous avons beaucoup de mal à réguler notre température et du coup nous nous retrouvons en hypothermie. Donc la température de notre corps descend en dessous des 37 degrés. Si par contre on se retrouve à des températures extérieures particulièrement importantes, 45, 50 degrés, ça peut arriver, notre corps a beaucoup de mal à lutter contre ces excès de température et on va se retrouver donc en hyperthermie. Notre corps a une température moyenne qui augmente au-dessus des 37 degrés. Il existe des catégories animales qui sont dites ectothermes, c'est-à-dire que leur température varie en fonction de la température de l'environnement. Ce sont des animaux qui, par exemple, l'hiver, ont besoin de se cacher pour lutter contre les températures trop froides ou de se mettre sous une pierre à la fraîche si la température à l'extérieur est trop chaude. Donc notre corps, en permanence, doit lutter contre les températures extérieures, qu'il fasse trop froid ou trop chaud. Le but est de maintenir cette température. Donc nous allons voir comment notre corps arrive à maintenir la température à 37 degrés. Vous avez une carte des climats dans le monde, ce n'est pas l'objet du cours, mais vous savez bien qu'il y a des endroits où il fait beaucoup plus froid, des endroits où il fait beaucoup plus chaud. Et pourtant, êtres humains que nous sommes capables de nous adapter à ces températures. Nous pouvons survivre, même si c'est difficile, au Sahara alors qu'il peut monter jusqu'à 60 degrés à l'extérieur, comme nous pouvons survivre en Sibérie dans des températures glaciales jusqu'à moins 40 degrés Celsius. La thermorégulation, c'est le nom que l'on va utiliser, le mot que l'on va utiliser, qui permet de dire que notre température centrale doit être maintenue à 37 degrés. Il faut que les pertes de chaleur, ce que l'on appelle la thermolyse, soient égales à la thermogénèse, c'est-à-dire à la production de chaleur. Si on a un déséquilibre de l'un ou de l'autre, soit on gagne trop de chaleur et notre corps est à plus de 37, soit on en perd de trop et notre corps va donc descendre en dessous des 37. Pour que notre température reste stable à 37 degrés, il faut donc une énergie qui va être évacuée sous forme de chaleur, et il faut que cette énergie que nous fabriquons sous forme de chaleur soit compensée par les pertes de chaleur. Nous allons voir maintenant les différents types de transfert de chaleur, les mouvements de chaleur que l'on peut avoir. Nous allons représenter dans les schémas qui vont suivre ces différents transferts de chaleur par un sigle. Donc quand on a ici un petit zigzag, c'est ce qu'on appelle le rayonnement. Qu'est-ce qu'un rayonnement? Le rayonnement, c'est quand vous avez un transfert d'énergie par des ondes électromagnétiques, par exemple de l'infrarouge, que l'on peut émettre ou recevoir. On verra par la suite de quoi il s'agit. Vous avez également les transferts de chaleur dits par conduction. La conduction, c'est quand la chaleur
va d'un matériau chaud à un matériau froid. Il y a contact entre deux matériaux, un chaud et un froid. La convection, par contre, que l'on va représenter par cette flèche incurvée, c'est un mouvement de matière. Il y a un mouvement, un déplacement de la matière chaude. Que ce soit dans les liquides ou dans l'air, tout ce qui est chaud a une tendance à remonter et tout ce qui est froid a une tendance à descendre. Il existe un autre type et dernier type de transfert de chaleur, c'est l'évaporation. L'évaporation, vous l'avez déjà vu en physique, c'est quand l'eau liquide se transforme en eau gazeuse. Ça va générer une perte de chaleur. Exemple, la transpiration. Alors voyons d'un petit peu plus près pour bien comprendre ces phénomènes. Prenons l'exemple ici d'une casserole. L'eau que vous avez mis dans la casserole, qui est mise au-dessus d'une source de chaleur, ici sans contact, vous le remarquez, cette source de chaleur émet de la chaleur, donc par radiation. Ici, on va avoir des mouvements de chaleur. Le chaud en dessous de la casserole va avoir tendance à remonter et le froid en surface à redescendre. Donc ces mouvements, c'est donc ce que l'on appelle de la convection. Si le manche de la casserole est conducteur de chaleur, il va chauffer. Et si vous touchez ce manche chaud, vous êtes en contact direct avec une source chaude. C'est ce qu'on appelle de la conduction. On va avoir d'autres exemples pour bien comprendre. Vous vous mettez dans votre canapé en face de votre feu de cheminée, vous vous réchauffez par radiation. Vous allez recevoir à distance la chaleur qui est émise par le feu. Si vous touchez une barre en fer qui a été mise dans le feu, là, c'est de la conduction. Contact. La convection, c'est un déplacement de matière. Si vous allumez le ventilateur parce qu'il fait trop chaud, vous allez mettre l'air en mouvement, et donc vous allez faire une circulation d'air chaud et d'air froid. C'est donc de la convection. Sur d'autres représentations, toujours la même chose. La radiation, là vous êtes éloigné de la source de chaleur. Le poêle qui est ici chauffe l'air, cet air chaud remonte, qui va pouvoir réchauffer le chat qui est tout dessus. Et cet air chaud qui remonte, c'est de la convection par contre. La bouilloire qui est sur le poêle, elle va chauffer par conduction. Quand il fait froid et que vous avez envie d'un bon chocolat chaud, d'un bon café chaud, vous mettez vos mains sur la tasse. C'est quoi, du coup? De la conduction. Vous êtes en contact direct avec quelque chose qui est chaud. Par contre, si vous buvez votre chocolat, votre café chaud, ce liquide chaud va rentrer à l'intérieur de votre corps, va circuler à l'intérieur de votre corps et va vous réchauffer cette fois-ci par convection. Donc j'espère que tout cela est bien compris. Radiation, convection, conduction. Donc voilà un grand schéma bilan que nous allons réutiliser dans les diapositives qui suivent. La thermorégulation est un équilibre qu'il faut maintenir entre tout ce qui va nous faire gagner de la chaleur et tout ce qui va nous en faire perdre. Le soleil émet des rayonnements qui vont nous réchauffer. C'est donc ça de la radiation. L'air chaud qui circule va nous réchauffer par mouvement de matière. C'est donc de la convection. De la même façon, si l'air est froid, un déplacement de matière froide, c'est de la convection. Si votre pied est en contact avec quelque chose qui est trop chaud, exemple, vous marchez sur le sable chaud l'été, c'est de la conduction. De la même façon, si vous tenez le manche de la casserole qui est trop chaud, c'est également de la conduction. On a également de la conduction si on est en contact direct avec un objet qui est trop froid. On a également de la convection, déplacement de matière, quand vous respirez. Si par exemple l'air à l'extérieur est trop froid, il fait 0 degré dehors, mais votre corps est à 37, quand vous inspirez, l'air froid rentre, circule dans votre système pulmonaire et va ressortir réchauffé. C'est bien donc une convection. Il y a également donc la transpiration, donc évaporation, et vous émettez également, vous évacuez de la chaleur par rayonnement. Je vous ai mis ici les différents pourcentages. La transpiration, c'est une perte d'environ 22%. Ce que nous allons émettre en rayonnement, c'est la perte de chaleur maximale, c'est ce qu'on verra après, c'est 60% de nos pertes. On peut perdre de la chaleur par circulation d'air froid, ça c'est 15%, et par conduction, c'est ce qui est le moins fréquent, que 3%.
Mais comment peut-on fabriquer sa propre chaleur? Nous avons vu qu'on peut se réchauffer ou se refroidir, mais on peut également fabriquer sa propre chaleur. Vous savez que les aliments nous apportent ce que l'on appelle des calories. C'est-à-dire qu'on a besoin de manger pour faire fonctionner notre corps, mais ces aliments, quand nous allons les consommer, les manger et les dégrader, ils vont dégager de la chaleur. Cette chaleur, elle est mesurée en kilocalories. On appelle ça aussi des énergies calorifiques. Mais comment savoir, pour poser ces étiquettes là sur les aliments, quelle est la valeur énergétique des aliments que nous mangeons? La thermogénèse, le terme que vous avez ici, c'est la fabrication d'énergie qui va générer de la chaleur. C'est tout ce qui nous permet de fabriquer de la chaleur. Les plus gros producteurs de chaleur sont le système nerveux central, votre cerveau en quelque sorte. Les viscères, ce sont les organes que vous avez à l'intérieur de votre corps, en particulier le système digestif. Et puis un gros générateur de chaleur, ce sont les muscles et l'activité musculaire. Pour bien comprendre tout ça, revoyons quelques rappels des cours de 5e. La respiration d'abord. On inspire de l'air. De cet air, au niveau des poumons, on va récupérer du dioxygène que l'on va faire passer dans le sang. Et le sang va donc devenir s'enrichir en oxygène. Dans les poumons, le sang riche en CO2 arrive, le CO2 repasse dans les alvéoles et est évacué par l'expiration. Donc respiration pulmonaire et à l'échelle sanguine permet donc de mettre du dioxygène dans le sang et d'en faire sortir le CO2. D'autres rappels, mais cette fois-ci sur la digestion. Vous savez que ce que nous mangeons va passer sur toutes sortes de systèmes digestifs, avec des sucs digestifs dans la salive, dans l'estomac, etc., qui contiennent des enzymes et qui vont avoir pour rôle de couper en petits morceaux nos aliments. Nos aliments que nous mangeons vont donc être dégradés en des éléments beaucoup plus petits. Vous le savez, nos aliments contiennent ce qu'on appelle des molécules organiques, les glucides, les protides et les lipides, qui sont des molécules complexes. Tous nos sucs digestifs vont les découper en petits morceaux. Les glucides, qu'on appelle sucres complexes, vont devenir des glucides simples, sucres simples. Les protides vont devenir des acides aminés et les lipides des acides gras. Tous ces éléments simples vont ensuite passer la barrière du système digestif pour arriver dans le sang. À l'échelle d'un muscle, pour faire notre travail musculaire, ou à l'échelle d'un organe, le sang arrive, il va apporter du dioxygène et des nutriments. Le muscle va se contracter, il va avoir une activité, donc il va avoir besoin de réactions chimiques. Ces réactions chimiques vont faire fonctionner le muscle, fabriquer de l'énergie pour le faire fonctionner, mais vont libérer de la chaleur. Cette réaction chimique va libérer un déchet, entre guillemets, qu'on appelle le dioxyde de carbone, qui va repartir dans le sang sortant. À l'échelle cellulaire, ça vous l'avez vu en seconde l'année dernière, vous avez dans le cytoplasme un organite qui s'appelle la mitochondrie. Et c'est cet organite qui va capter le dioxygène, les nutriments dont le glucose. Il va faire une réaction chimique que l'on appelle la respiration cellulaire. Le but est de générer de l'énergie pour faire fonctionner la cellule, exemple un muscle, ce qui va générer de la chaleur, et un déchet de cette réaction va être rejeté, qui est donc le dioxyde de carbone. Donc vous l'avez compris, la dégradation des aliments nous apporte de l'énergie qui est dégagée sous forme de chaleur. Les aliments que nous mangeons passent dans le système digestif, dégradés en nutriments, apportés à nos cellules, et avec le dioxygène et la respiration cellulaire, ils vont donc fournir de l'énergie pour le fonctionnement cellulaire, et donc dégager de la chaleur. Cette énergie et donc cette chaleur peut être mesurée en kilocalories, et donc on peut connaître chaque aliment, quelle est l'énergie qu'il peut libérer. C'est ce qu'on appelle la valeur énergétique de chacun des aliments. Cette valeur énergétique, elle peut être mesurée et calculée. C'est un peu laborieux. Voyons le principe.
Tous nos aliments sont constitués de matière organique. Cette matière organique, ce sont les glucides, les protéines et les lipides. Les glucides, protéines ou lipides apportent un certain nombre de kilocalories par gramme. Donc on peut calculer, quand on connaît la valeur, enfin la composition des aliments, ce qu'il peut dégager comme kilocalories. Pour connaître la composition des aliments, il suffit de lire les étiquettes que vous avez sur les aliments que vous achetez. Sur l'étiquette, vous pouvez voir la composition en protéines, en glucides, c'est-à-dire les sucres, les lipides, c'est-à-dire les acides gras, les fibres. Souvent, on vous met également sur l'étiquette la valeur énergétique de l'aliment. Donc, par exemple, vous avez ici pour 100 ml, ça doit être une soupe, 45 kilocalories. Il existe des tableaux très très détaillés où vous avez pour chacun des aliments, de la viande, des légumes, quelle est la valeur énergétique pour 100 grammes. Ici c'est pour 100 grammes. Vous pouvez aussi avoir des tableaux qui vous donnent qu'est-ce qui apporte 0 kilocalories, pour avoir 70, qu'est-ce qu'on peut trouver, pour avoir 100, qu'est-ce qu'on peut trouver. Mais pour pouvoir calculer la valeur énergétique des aliments que nous mangeons, il faut connaître exactement ce que vous mangez et surtout peser tout ce que vous mangez. Il existe à l'heure actuelle, avec les nouvelles technologies, des applications qui vous calculent tout ça, mais ça n'empêche que vous devrez toujours peser tout ce que vous mangez si vous voulez connaître parfaitement ce que vous ingurgitez en kilocalories. Vous avez un exemple ici de quelqu'un où on voit que le mercredi, par exemple, il avait mangé un petit peu plus de kilocalories dans la journée. Donc ce qu'on appelle la thermogénèse, c'est-à-dire la production de chaleur, on vient de le voir. Les aliments qu'on mange sont digérés. Ensuite, la respiration cellulaire, la formule chimique au niveau des mitochondries et le travail cellulaire, toutes ces étapes produisent de la chaleur. Il y a également comme production de chaleur, nous ne l'avons pas vu ici, la synthèse de molécules organiques. Voyons maintenant la thermolyse. Donc la thermogenèse, c'était comment on fabrique de la chaleur. La thermolyse, c'est comment on en perd. Les éléments principaux qui vont permettre de perdre de la chaleur, ça va être la peau et les tissus sous-cutanés. La principale perte de chaleur, c'est la transpiration. Pour qu'on ait une vie équilibrée, il faut, ça c'est quelque chose que vous avez dû voir dès le collège, que tout ce que vous mangez, toute l'énergie apportée par les aliments est compensée par votre activité physique. Il est évident que plus vous allez faire de l'activité physique, plus votre dépense énergétique va être importante. Ici, on considère la chaleur apportée. Les aliments que vous allez donc dégrader pour fonctionner vont générer de la chaleur. Plus vous allez faire d'activité, plus vous allez produire de la chaleur et dépenser de l'énergie. Tout ça, il faut le compenser. L'activité physique consomme donc de l'énergie. Alors on peut la mesurer en joules, en kilojoules ou en kilocalories. Par une formule relativement simple, l'énergie qui va être libérée lors d'un effort, elle est équivalente à la puissance de l'effort en watts par rapport au temps de l'effort. Il est évident que pendant 30 minutes, courir, c'est pas tout à fait équivalent que de marcher pendant 30 minutes. D'accord ? Vous avez ici, par exemple, se tenir assis. En beige, c'est l'énergie qui est dépensée, en kilojoules par heure. Vous avez ici en vert le glucose qui est consommé et en rouge le dioxygène qui est consommé pour faire cette activité physique. Plus vous augmentez l'intensité de l'effort, plus vous dépensez de l'énergie, plus vous allez consommer du glucose et du dioxygène. Sur cette représentation, c'est la même chose. Ici, faites attention, c'est en kilojoules par heure. Plus vous allez avoir un effort important, plus vous allez dépenser donc de l'énergie. On a également une variation en termes d'âge et en termes de sexe. Quand vous êtes un adolescent, c'est là où vous dépensez le plus. Adulte, vous dépensez déjà un petit peu moins, et quand vous êtes plus âgé, encore moins. Et si vous voyez ici, vous voyez qu'un homme dépense plus d'énergie que la femme. Ses besoins énergétiques ne sont pas les mêmes. L'effort physique demande donc de l'énergie apportée par l'alimentation, mais va donc également dégager de la chaleur.
Vous le savez bien, plus vous faites un effort, plus vous allez transpirer, vu que c'est la transpiration qui dégage le plus de chaleur. La transpiration, c'est un phénomène qui a lieu au niveau de la peau. Si vous regardez, sans rentrer trop dans les détails, vous avez à l'intérieur de la peau des glandes qu'on appelle des glandes sudoripares. Leur rôle, c'est de vaporiser l'eau. Elles vont transformer l'eau liquide en eau gazeuse. Cette eau gazeuse à la surface de la peau va avoir un effet refroidissant, ça va refroidir la peau. Donc double effet, évacuer de la chaleur et refroidir la peau. C'est ce qu'on appelle la transpiration ou sudation. Il y a un autre phénomène qui a lieu, c'est ce qu'on appelle la vasodilatation des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins vont gonfler, donc la circulation sanguine va s'accélérer, ce qui va avoir pour effet de dégager plus de chaleur. Vous le savez, si vous allez dans un bain chaud, vos vaisseaux sanguins vont gonfler. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs conseillé de prendre un bain qui soit à 37 degrés et pas au-dessus. Donc notre corps lutte en permanence pour être maintenu à 37 degrés si l'environnement il est froid ou il est chaud. La thermographie est une technique qui permet de visualiser la température du corps par un code couleur. On a en rouge les températures du corps qui se situent aux alentours de 37 degrés et plus on descend vers le bleu, plus la température du corps est plus faible. On constate que quand il fait un peu plus froid dehors, la partie du corps qui est maintenue à 37 degrés, c'est la partie vitale, donc le système nerveux et le tronc avec les viscères. Les membres, bras et jambes, sont beaucoup plus froides. Par exemple, si vous vous retrouvez en montagne et qu'il fait en dessous de 0 et qu'il fait très très froid, si vous êtes en train de marcher, d'escalader, vous faites donc une activité physique qui produit de la chaleur, donc tout va normalement bien se passer, mais par contre, si vous vous endormez et qu'il fait très très froid, les extrémités se refroidissent, ne produisent plus de chaleur, et c'est là que vous pouvez avoir les mains ou les pieds qui gèlent et perdre des doigts ou des orteils. Donc il faut savoir que quand il fait plus froid à l'extérieur, c'est la partie vitale qui est maintenue par rapport aux extrémités. Par contre, quand il fait plus chaud à l'extérieur, l'intégralité du corps se retrouve à 37 degrés, la circulation sanguine circule beaucoup plus vite pour évacuer le trop-plein de chaleur. Donc reprenons notre schéma bilan que nous avions vu précédemment. Donc tout est un équilibre entre les gains de chaleur et les pertes de chaleur. Pour rappel, les gains de chaleur, le rayonnement solaire, la circulation de l'air chaud, le contact avec les objets chauds, et l'alimentation et l'activité physique qui génèrent elle aussi de la chaleur. Les pertes de chaleur, par contre, c'est la transpiration, l'air inspiré qui est froid, la circulation d'air froid, le contact avec les objets froids, et le rayonnement que l'on émet, les pertes de chaleur de notre corps. Ce que l'on appelle la puissance thermique du corps humain, qui est exprimée en watts, ce sont les transferts de chaleur qui sont libérés vers l'extérieur, chaque seconde. On estime que pour quelqu'un de moyen qui fait une activité normale, sans trop faire d'efforts physiques, nous avons un bilan thermique d'environ 100 watts par seconde. C'est-à-dire que nous perdons environ 100 watts de bilan thermique, donc nous perdons de la chaleur. S'il fait trop chaud dehors, on va donc mettre en route les systèmes de régulation de notre corps qui est d'évacuer un maximum de chaleur. Donc c'est là qu'on va se mettre à transpirer abondamment, il faut évacuer un maximum de chaleur. Donc il fait trop chaud dehors, les gains de chaleur vont être plus importants que les pertes de chaleur, donc les rayonnements, l'air chaud, les objets chauds. L'alimentation nous apporte également de la chaleur, donc il va falloir diminuer cette alimentation, comme il va falloir diminuer notre activité physique. La transpiration va être particulièrement importante et nous allons, via notre peau et les vaisseaux sanguins qui gonflent, évacuer un maximum de chaleur par rayonnement. Donc s'il fait trop chaud dehors, la transpiration, elle est augmentée pour évacuer l'eau. Les vaisseaux sanguins se dilatent, vasodilatation pour évacuer la chaleur.
Nous évacuons donc de la chaleur par rayonnement. Il faut également adopter les gestes en fonction de la température. Si nous transpirons beaucoup, nous perdons donc beaucoup d'eau, donc il faut boire beaucoup. Il faut s'habiller léger pour permettre au corps d'évacuer cette chaleur. Il faut également manger plus léger, inutile de faire des barbecues avec des grosses quantités de viande l'été, parce qu'il faut qu'on fabrique moins d'énergie et donc moins de chaleur. Il faut également diminuer notre activité physique, parce que sinon nous produisons plus de chaleur. Les ventilateurs peuvent être utiles parce qu'ils vont brasser l'air, donc augmenter les convections d'air ambiant, ce qui peut rafraîchir l'air et nous éviter d'être trop en contact avec l'air chaud. S'il fait froid dehors, vous voyez le petit nez rouge et puis la chair de poule, des réactions physiologiques classiques. Pour maintenir notre température, il faut donc qu'on ne perde pas de chaleur, il faut qu'on en gagne un maximum. Donc là, on va un petit peu inverser le processus. Les gains de chaleur extérieure, ça reste le soleil, même s'il fait plus froid dehors. L'alimentation également, qui va nous apporter donc de l'énergie, de la chaleur. Également l'activité physique. Donc cette fois-ci, quand il fait froid dehors, il faut augmenter notre activité physique. Par contre, il va falloir diminuer nos pertes de chaleur, parce que cette fois-ci, elles sont importantes, nos pertes de chaleur. L'air est froid, les objets sont froids, l'air qu'on inspire est froid. Donc on va transpirer évidemment beaucoup moins, et puis on va essayer d'avoir un rayonnement de chaleur qui est le moins fort possible. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue physiologique? La chair de poule. Il faut savoir que dans la peau, il y a à la base des poils un petit muscle qu'on appelle le muscle érecteur du poil. Donc sous la peau, des petits tremblements vont avoir lieu, les muscles vont se tendre, ça va avoir pour effet d'augmenter la chaleur à la surface de la peau. Tout travail musculaire augmente la chaleur. Les vaisseaux sanguins, à l'inverse de quand il fait trop chaud, vont faire ce qu'on appelle la vasoconstriction, c'est-à-dire qu'ils vont se rétracter. Donc le sang va circuler beaucoup moins vite, ce qui va avoir pour effet d'évacuer beaucoup moins de chaleur, pour conserver la chaleur à l'intérieur. Donc quand il fait trop froid dehors, on va avoir des frissons. Donc la fameuse chair de poule avec les muscles érecteurs des poils, mais également des tremblements. Vous allez vous mettre à trembler. Les muscles se contractent pour générer de la chaleur. Les vaisseaux sanguins vont se rétracter, se rétrécir pour éviter qu'il y ait une trop grande perte de chaleur. Il faut évidemment s'habiller chaudement pour maintenir la chaleur près du corps et surtout aussi éviter le contact avec l'air froid à l'extérieur. Il faut qu'on mange un peu plus consistant. Alors évidemment c'est sympa la raclette en hiver. Il faut faire un peu plus d'activité physique. On a plutôt tendance à se mettre au chaud près de la cheminée. Et là, l'activité physique va augmenter la chaleur et donc maintenir notre corps à 37 degrés alors qu'il fait froid. Donc vous l'avez compris, le bilan thermique du corps humain, c'est tout un équilibre entre les gains et les pertes de chaleur, qu'elles soient alimentaires, activité physique ou un certain nombre de comportements comme les vêtements, ou les frissons, ou la transpiration. Mais vous le savez bien, il est difficile de la maintenir cette température, et puis être humain que nous ne sommes jamais contents. Il fait trop chaud, il fait trop froid. Et c'est ça aussi le bilan thermique du corps humain. À bientôt pour une prochaine vidéo.